place maintenant à notre débat politique. Vous connaissez le thème de notre congrès. Ma liberté, c'est ta liberté. Cette liberté de choix est-elle possible, réelle, partout, sur tout le territoire? J'invite nos 4 intervenants à me rejoindre sur scène. Violette Spilbou, François-Xavier Bellamy, Charles de Courson et Paul Vanier qui vont me rejoindre. Violette Spilbou, députée du Nord pour la majorité présidentielle. Vous êtes également conseillère municipale à Lille et à la métropole. François-Xavier Bellamy, député européen au sein du groupe PPE. Charles de Courson, député de la Marne. Vous êtes presque voisin, monsieur de Courson, membre de la commission des finances. Et Paul Vanier, député LFI du Val d'Oise. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Ce débat va nous permettre de construire, de réfléchir, d'échanger, de s'écouter, de discuter, même quand on n'est pas d'accord. C'est de la règle du jeu, bien sûr. Vous pouvez continuer à me poser des questions, puisque j'ai toujours mon petit iPad avec moi, pour les relayer. Madame, Messieurs, le thème de ce congrès, donc, ma liberté, c'est ta liberté. Nous en parlons depuis tout à l'heure, Charles Pépin, puis les jeunes l'ont dit aussi d'une certaine façon. Peut-être juste à chacun, très rapidement, Violette Spilbou, je commence par vous. Qu'est-ce que cette phrase évoque pour vous? Oui, je vous invite à prendre les micros, s'il vous plaît. Ma liberté, c'est ta liberté. Voilà, c'est un slogan, c'est une vérité, c'est un principe. Ma liberté, c'est ta liberté. Bonjour à tous. Bonjour. Je crois que c'est le mot qui convient parfaitement à ce que l'école doit être, l'école de la République, l'accès au service public de l'éducation pour tous, quel que soit l'endroit où l'on étudie, dans le public, dans le privé. Et cette liberté, elle doit être accompagnée, apprise, préservée, la liberté de conscience, l'esprit critique, à travers le parcours que l'on fait à l'école, quel que soit l'endroit où les parents ont choisi de nous inscrire à l'école. Merci beaucoup. Charles de Courson, même question. Ma liberté, c'est ta liberté. Une réponse voilà, comme ça, courte, et après on rentre dans le vif du sujet. Moi, j'ai toujours défendu les libertés publiques, toutes, et pas simplement la liberté d'enseignement, la liberté de manifestation, la liberté d'opinion, etc. Et je me suis toujours battu contre ceux qui veulent la réduire. Mais la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. Donc, je ne suis pas libertarien. Ouais, je suis pour un libéralisme organisé, ouais, de fixer des règles. Voilà. Paul Vanier, ma liberté, c'est ta liberté. Qu'est-ce que ça évoque pour vous en ce début de débat? Eh bien, comme Charles de Courson, je crois que pour que ma liberté soit la tienne, il faut des règles. Et que c'est peut-être le sujet de cet après-midi, de ce débat. Quelles règles garantissent à chacun, à chacune, l'exercice de sa liberté, de la liberté d'enseignement? Je vois que déjà le débat intéresse et fait réagir. Je suis très heureux d'ailleurs de l'invitation qui m'a été faite et de pouvoir avoir un échange entre nous, au-delà parfois des impressions et peut-être de quelques caricatures. François-Xavier Bellamy, puis après on rentre dans le vif du sujet. Merci infiniment pour votre invitation. D'abord, c'est vraiment une grande joie de pouvoir partager ce moment avec les parents d'élèves qui portent une part essentielle de la mission éducative. Et cette phrase que vous évoquez à l'instant, je crois que pour moi, elle dit tout simplement le miracle de l'école. Parce que le miracle de l'école, c'est que, et ce sera peut-être un rare point de désaccord avec Charles de Courson, moi je n'ai jamais aimé cette phrase de Montesquieu. Je ne crois pas du tout que ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. Je pense, et c'est tout le miracle de l'expérience éducative que j'ai eu la chance de vivre comme professeur, que j'espère retrouver, métier magnifique, je pense que ma liberté commence par la rencontre avec l'autre. Et que ma liberté commence par ce que je reçois des autres. Et je voudrais dire à quel point j'ai été ébloui par ce qu'on vient d'entendre des élèves qui nous ont précédés. C'est extraordinaire. Ouais. Mais ce qui est magnifique, c'est de se dire que ce qu'ils viennent de réaliser là, c'est-à-dire cette liberté si singulière qui révèle leur personnalité, qui exprime leur singularité, cette liberté n'a été rendue possible que par le travail patient de parents qui ont transmis à ces jeunes
leur langue, les mots pour parler, les mots pour penser, et le travail des professeurs qui, dans le silence des salles de classe, pendant des heures et des heures de cours, dont beaucoup seront un jour oubliés, leur ont donné les moyens d'accomplir vraiment ce qu'ils sont. Ma liberté, c'est ta liberté. Ça veut dire que ma liberté a toujours commencé par la rencontre avec ce qui m'a été transmis, et c'est le miracle de l'école en particulier, c'est le miracle de l'éducation. Merci pour ces propos introductifs. François-Xavier Bellamy, qui est philosophe de formation, je le rappelle pour ceux qui l'ignoraient. Quand vous posez vos questions, il y a un petit menu déroulant pour préciser à qui vous posez vos questions. Comme ça me permettra de bien faire circuler la parole. Peut-être, Charles de Courson, cette question pour vous, la première. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette loi, que la situation actuelle, permet cette liberté? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, les parents peuvent, effectivement, partout où ils sont, choisir librement l'école qu'ils estiment convenir pour leurs enfants? Écoutez, moi, je suis un produit de l'enseignement libre. Voilà. Jusqu'à ma terminale. Voilà. Et après, j'étais à l'université, etc. Bon. Donc, et j'ai toujours manifesté, d'ailleurs, c'était au début des années 80, pour le respect de la liberté. Et aujourd'hui, la liberté d'enseignement, elle est couverte par notre Constitution, l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel. Je le rappelle. Je rappelle toujours à la petite minorité qui, d'ailleurs, rétrécit de décennie en décennie, qui veut intégrer l'enseignement privé dans l'éducation dite nationale, dans un grand service public de l'enseignement, qui sont à côté de leur pompe. Car quel est le seul objectif d'un bon système, qu'on soit dans le privé, dans le public? C'est la qualité de l'enseignement et que les enfants sortent de l'enseignement primaire et secondaire en ayant un bon niveau déjà de connaissances et deuxièmement qu'ils puissent s'épanouir, c'est quand même ça, et assumer leur vie. C'est ça l'ambition de tout système éducatif, qu'on soit dans le privé ou dans le public. Et aujourd'hui, Violette Spilbou, est-ce que vous pensez que les parents qui sont là devant nous et tous les autres ont le choix libre de l'école pour leurs enfants? Ils ont partout où ils sont le choix privé, public, ils peuvent choisir, ou il y a des endroits où les difficultés sont plus prégnantes? Comme l'a rappelé Charles de Courson, c'est un droit constitutionnel, la liberté d'enseignement, le droit au service public de l'éducation, et donc le financement public aux établissements privés sous contrat garantit la liberté de ce choix théorique. Ensuite, on le sait, malheureusement, depuis de nombreuses années, il y a encore des parents qui n'ont pas suffisamment d'accessibilité à ces choix. C'est la différence entre des familles qui ont, comme la mienne, des réseaux, des bonnes informations, qui peuvent étudier les tarifs, qui ont les moyens financiers, qui savent où aller chercher des solutions de mobilité quand on est dans un quartier où il n'y a pas un établissement d'excellence, par exemple, et une grande différence avec d'autres familles qui sont dans des endroits où, même s'ils veulent le meilleur pour leur enfant, ils pourraient ne pas trouver cet établissement. Donc il y a des inégalités d'accès, des inégalités territoriales. Je pense que c'est un travail qui doit être fait à la fois du côté de l'État et du côté de l'enseignement privé sous contrat pour faire en sorte que ce droit soit vraiment garanti à tous. Paul Vanier, cette question également, voilà, que répondre à ces inégalités, effectivement, à une absence de possibilité pour certains de choisir vraiment l'école de leurs enfants? Je ne crois pas que cette situation se présente aujourd'hui, sauf, je vais être provocant, mais c'est une réalité, sauf dans quelques parties de notre territoire qui sont des déserts d'écoles publiques. Parce que si on pose la question de la liberté d'enseignement, de la faculté pour chaque famille de choisir le type d'école dans lequel elle souhaite scolariser leurs enfants, il y a des parties du territoire national, dans l'ouest de la France, dans certains secteurs des pourtours du Massif central, où il n'y a pas d'école publique à proximité. Il n'y a que des écoles privées sous contrat. Et là, on peut s'interroger sur, en effet, la possibilité de faire vivre ce principe. Je dois dire que je crois que c'est un peu un faux débat, le débat sur la liberté d'enseignement. La liberté d'enseignement, c'est l'existence... On est sur la liberté de choix. Mais là, de choix qui va avec ce principe. Libre de choix, c'est pouvoir scolariser son enfant dans un établissement public ou privé. Et c'est notre loi qui prévoit que ces deux types d'établissements fonctionnent. Je crois que cette liberté, elle est largement garantie dans notre pays. La question qui me paraît fondamentale et qui est la véritable question, qui est cachée derrière celle-là, on agite souvent, ai-je le sentiment, cette impression que la liberté d'enseignement serait mise en cause alors qu'elle ne l'est pas. La question, c'est quel modèle de système éducatif nous souhaitons pour notre pays. Et cela dans sa globalité.
dans la globalité, dans la diversité des types d'établissements qui participent d'une mission de service public. C'est ce que dit le Code de l'éducation et son article L111-1. Voilà la question que moi je pose, et je ne vous le cache pas. Je pense qu'il faut refonder aujourd'hui notre système d'établissement, notre système éducatif, dans sa globalité, car depuis des lois fondatrices, la loi Debré notamment, qui me paraissent maintenant un peu datées, ce système a dérivé. Et il a dérivé vers des conséquences qui, au-delà du choix individuel et de la liberté de chacun, qu'il faut préserver, posent aussi des questions à nous tous, à nous toutes, du point de vue de la société que nous voulons pour nous-mêmes et pour nos enfants. François-Xavier Bellamy, des endroits, dit Paul Vanier, où on n'a pas le choix entre privé et public. Il y a aussi des familles qui n'ont pas toujours les moyens de mettre tous leurs enfants dans le privé parce que les frais, notamment on parle de la cantine, vous ne l'avez pas cité, mais je pense que c'est en partie à ça que vous pensez, est très cher. Qu'est-ce qu'on répond à cet obstacle-là aujourd'hui? Et c'est là, on est ensemble pour trouver des solutions. Moi, je suis d'accord avec Paul Vanier, c'est d'abord aussi une question de regard sur un modèle de société qu'on choisit. Et la liberté éducative, la liberté de choisir l'école de ses enfants, elle est consubstantielle de la démocratie. On n'est pas dans une démocratie seulement parce qu'il y a des élections. Il y a beaucoup de pays où les gens votent qui ne sont pas des démocraties. On est dans un pays parce qu'on prépare la liberté des citoyens à travers le libre choix des parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ce n'est pas à l'État de dire aux parents comment doit s'organiser l'éducation de leurs enfants. C'est ce que veut dire la liberté pédagogique. Et aujourd'hui, cette liberté éducative, elle est profondément remise en cause. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit un faux débat. Et la meilleure preuve de ça, Monsieur Vanier, c'est que le mouvement auquel vous appartenez, et vous-même d'ailleurs, vous avez dit plusieurs fois qu'il fallait retirer, dans l'idéal, le financement public à l'école privée. Vous dites d'ailleurs, dans un entretien dans Libération il y a quelques mois... Non, s'il vous plaît. Voilà, je pense que c'est un débat suffisamment important. Enfin, en tous les cas, je pense que c'est utile de l'aborder de manière loyale et libre. Le but n'est surtout pas de faire d'effet de tribune. Mais je partage ça simplement avec vous parce que c'est une vraie question. Quand vous dites dans cet entretien à Libération, argent public, école publique, vous ignorez une chose très simple. C'est que l'argent public, ce n'est pas l'argent de l'État. C'est l'argent des parents que vous avez devant vous. C'est l'argent de ceux qui payent leurs impôts. Alors, et aujourd'hui... Je termine juste d'un mot. La discussion qu'on a aujourd'hui, elle s'inscrit dans un contexte qui devrait tous nous empêcher de dormir. La France vit une catastrophe éducative sans précédent. Toutes les statistiques le montrent, tous les chiffres le montrent. Et je l'ai vécu, moi je suis un enfant de l'enseignement libre, mais je suis un professeur de l'enseignement public. Je l'ai vécu dans l'enseignement public en voyant directement ces classes où effectivement sont relégués beaucoup de jeunes qui sont les premières victimes de l'effondrement de notre école. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ils viennent de familles qui n'ont pas le choix. C'est faux, ils n'ont pas le choix de l'école libre pour une raison très simple, c'est que quand l'État verse 10 000 € pour la scolarité d'un élève dans le public, il verse 5 000 € pour la scolarité d'un élève dans le privé. Et ça, c'est une cause de la ségrégation sociale et c'est une cause de l'empêchement pour beaucoup de familles de choisir librement l'école de leurs enfants. Paul Vanier, je vous laisse répondre, et puis Violette Silbou, vous allez compléter. Merci. C'est un débat important, et donc il ne souffre pas de caricature et de réduction. Je suis membre de la France Insoumise, j'assume mes positions, et aujourd'hui, elles ne consistent pas en abrogation de la loi Debré et du financement public des établissements privés sous contrat. Ce n'est pas ce que nous défendons. Mais nous défendons notamment, et je l'ai fait à travers une proposition de loi, l'introduction d'un malus dans le financement public des établissements privés sous contrat, dès lors qu'ils n'observeraient pas un certain nombre de conditions qui seraient fixées par la puissance publique. Par exemple, une participation à la mixité sociale et scolaire. Par exemple, une participation à la mise en œuvre de politiques de santé publique, la vaccination des élèves contre le papillomavirus pour les jeunes garçons, pour les jeunes filles. Oui, pour moi, c'est un enjeu de santé publique. C'est la protection des enfants, d'ailleurs, qui est en cause dans ce type de circonstances. Et on n'est pas là dans l'affirmation d'un projet éducatif. S'il vous plaît. On est dans une politique d'intérêt général et une politique de contrepartie. S'il y a un contrat d'association, alors il doit engager les deux parties. L'État, qui finance, l'établissement qui se doit, à mon sens, de remplir, au fond, des missions d'intérêt général. Je veux vous dire une chose. S'il vous plaît. La France est le seul pays du monde à financer dans des proportions aussi importantes, avec de l'argent public, les établissements privés sous contrat. C'est 12 à 15 milliards d'euros par an. Et dans le même temps, à demander de la part de ces établissements aussi peu de contrepartie d'intérêt général. Alors, je pense que cette situation... L'esprit de ce débat n'est pas de siffler, d'invectiver. Je pense que là où vous êtes, on est là pour
s'écouter. Je pense, et je conclus là-dessus, On est là pour s'écouter, vous êtes là pour aussi, dans vos familles, faire en sorte que chacun s'écoute, même quand on n'est pas d'accord. Merci beaucoup. Je pense que quand on se revendique de participer d'une mission de service public, quand on capte S'il vous plaît. des fonds publics dans les proportions qui sont celles que nous constatons aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir des contreparties. Je pense qu'il doit y avoir des conditionnalités, comme en toute matière et en toute politique, et aussi de ce point de vue-là. Violette Spilbou et Charles de Oui. Courson répondent sur ce point. Voilà. Et après, Alors j'ai d'abord, je quelques suis un peu surprise parce que vous savez, on sort lundi soir, lundi 1er juin, d'une soirée importante, historique, puisqu'on a voté à l'unanimité un texte en 6 heures pour la protection des enfants dans tous les Je fais établissements. une petite parenthèse. Et on parce était que- plus disciplinés que vous ce soir. On s'est moins Alors- disputé et alors- parce que c'est un sujet sur lequel la protection de l'enfance, effectivement, on a réussi à dépasser nos clivages. Et je fais une petite parenthèse, nous avons 2 remarques qui sont arrivées là justement pour vous remercier et vous féliciter d'avoir réussi à vous entendre. J'ai plus exactement Oui, tous les termes. groupes parlementaires, Tout le monde les a 11 voté, groupes voilà. de Donc c'est la l'Assemblée preuve nationale. que voilà. que Avec c'est un débat de possible. qualité comme celui que vous organisez ce soir. Voilà, Moi, je donc voudrais dis exactement réagir. la phrase. Voir à ce jour 2 partis qui ont su travailler ensemble sur un projet de loi protecteur fait plaisir. Merci. Voilà. Merci. Merci. Je voudrais réagir sur les propos de Paul Vanier. Si je partage l'idée, et je crois qu'on peut tous la partager, que quand il y a de l'argent public, alors j'aime pas le mot capter, cher Paul, parce que capter voudrait dire s'accaparer, c'est dans aujourd'hui la loi française, c'est la loi Debré qui permet que l'argent public finance partout le service public de l'éducation, y compris dans des établissements sous contrat. Mais si je suis d'accord sur le fait que lorsqu'il y a un contrat, il y a des contreparties, et je crois que l'enseignement catholique sous contrat en particulier s'efforce dans son évolution de plus en plus à dialoguer avec l'État, et c'est ce que nous continuons d'organiser au niveau du Parlement. Moi, je serais plutôt dans une dynamique de bonus que de malus. Je m'explique. Dans les quartiers difficiles, dans les quartiers où les familles dont vous avez parlé n'ont pas les moyens de payer la cantine, le périscolaire, même de la mobilité. Moi, je pense dans ma circonscription, dans le nord de la France, dans la métropole lilloise, un jeune qui habite à Tourcoing, naturellement, ne va pas s'autoriser à aller à Marc Institution, à Marc-en-Barœul. Et pourtant, ce n'est pas loin, ce n'est pas compliqué, mais il y a un frein. Ces freins-là, il y a un travail de l'État qui doit le faire, et il y a un travail de l'enseignement catholique et des établissements pour faire connaître, pour permettre ça. Eh bien, je crois que s'il y avait un bonus, par exemple, par l'intégration de l'enseignement privé dans les cités éducatives, dans les politiques publiques d'égalité des chances, beaucoup plus fortement sur des projets éducatifs partagés de territoire, beaucoup moins de façon sectorisée qu'aujourd'hui, où dans les cités éducatives, c'est principalement le public qui est associé avec les centres sociaux, les écoles. Eh bien, je crois qu'on aurait un chemin commun vers cette égalité des chances et cette mixité sociale. François-Xavier Bellamine, réaction à ce qui vient d'être dit, ou Charles de Courson qui voulait... Écoutez, moi, dans le Bonus, débat malus. de la nuit de lundi à mardi, on a entendu quelques collègues dire d'une façon plus brutale que notre collègue Vanier, pas un sou public pour le privé. Non, mais c'est absurde. Les contreparties, vous les connaissez, c'est l'application des toutes les obligations scolaires, c'est-à-dire ils doivent enseigner les matières en respectant ce qui est prévu par l'éducation nationale. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de contrepartie. Bien sûr qu'il y a des contreparties. Vous citez le problème des papillovirus, c'est un problème de santé publique, que ce soit dans le cadre des écoles, des collèges et des lycées ou pas. De toute façon, il faut respecter, que ce soit dans le public ou dans le privé, la décision des parents. Puisque si les parents ne sont pas d'accord, on ne peut pas les vacciner. C'est vrai dans le public comme dans le privé. Et il n'y a aucune obligation sur la vaccination, sur le papillomavirus dans aucun établissement. Ça n'a rien à voir. Il n'y en a nulle part d'obligation. Bon, c'est un problème de santé publique. J'ajoute que financièrement, moi je me suis occupé pendant 25 ans des collèges privés et des collèges publics dans mon département. Je vous donne les chiffres. Le principe, c'est la parité en fonctionnement. La Marne fait partie, paraît-il, des rares départements qui l'appliquent. Mais en investissement, je vous donne les chiffres, application de la loi Fallou, puisqu'on a utilisé la loi Fallou, qui n'est pas obligatoire, qui est facultative, correspond à 1 million par an pour aider les investissements dans les collèges privés, qui ont d'énormes problèmes de mise aux normes. Vous savez combien on mettait dans les collèges publics, qui faisaient 78% des collégiens? On mettait 22 millions. On était dans un rapport de 1 à 5, 1 à 6. Et j'ai mis 15 ans à persuader mes collègues de gauche de ne
plus voter contre. Ils votaient contre, après une partie votait encore contre, d'autres s'abstenaient, puis se sont tous abstenus, et puis ils ont fini par voter pour. Eh bien, moi, je m'en félicite. C'est le dialogue qui a je m'en félicite. Et on a un autre problème, qui est le problème des cantines. Je vous donne les chiffres. Prix de revient des cantines dans le public, dans nos 57 collèges, grosso modo, 9 € le repas. Donc, nous, on a fait un système en fonction du revenu, pour aider les familles les plus modestes. Mais savez-vous qu'il n'y a pas un sou d'aide dans les cantines dans le privé? Et le prix de revient dans le privé, il est de 6 €. Voilà. Et ben, ce sont les familles qui payent. Dernier point, oui. Dans les collèges privés, il y a beaucoup de collèges qui ont mis en place des fonds de solidarité pour que les familles les plus modestes puissent accéder au privé. Vous voyez un peu? Ça, c'est une vraie solidarité. J'ai une question concrète justement sur la cantine, parce qu'on sait que c'est un sujet qui préoccupe quand même le quotidien. Je vais vous la poser à chacun. Pensez-vous qu'il soit juste que les élèves des écoles privées ne bénéficient pas de repas à 1 € lorsque les élèves des écoles publiques de la même commune en bénéficient? Paul Vanier. La question n'est pas que ce soit juste ou pas. Moi, je suis défavorable à cette mesure. À 1 €, Je considère qu'il y a un financement public qui est trop important. Aujourd'hui, les établissements privés sous contrat, je vous le dis sans dissimuler ma position et mon analyse, et je voudrais quand même parler de quelques réalités en face. Parce que ces subventions sont sollicitées, ou ces moyens publics sont sollicités au prétexte qu'aujourd'hui, les élèves issus des catégories les plus défavorisées n'auraient pas accès aux établissements. C'est vrai, mais regardons les dynamiques. Ces 40 dernières années, la part des élèves issus des catégories sociales les plus favorisées, qui sont scolarisés dans les établissements privés sous contrat, elle a doublé. La part des élèves les moins favorisés, elle a été divisée par 2. Donc on est dans des fonctionnements aujourd'hui d'établissements qui reçoivent des fonds publics, mais qui, je vous le dis, je crois que c'est un sujet qui devrait au moins nous préoccuper tous en tant que citoyens d'une même nation, d'un même pays, qui avons toutes et tous en charge l'avenir de ce pays. Ce modèle, il contribue à l'aggravation des inégalités sociales et scolaires. Et moi, je crois qu'il faut lutter contre cela. Et donc, j'y reviens, je crois que cela passe par une conditionnalité du financement public, et que si financement public il y a, et si financement public perdure, eh bien cela doit aller avec la prise en charge par les établissements qui reçoivent ces fonds d'une partie de la politique qui doit favoriser la mixité sociale et scolaire à tous les niveaux. François-Xavier Bellamy, une réponse sur ce point, après je reparlerai à la cantine, et puis après, intéressant, la mixité scolaire, comment l'améliorer dans le privé? Ce qui est passionnant, c'est qu'on touche du doigt ici le fait que la liberté a des conditions de possibilité très concrètes. La liberté, c'est à la fois une grande cause et en même temps, c'est des réalités très matérielles. Et la politique que vous proposez, M. Vanier, en fait, c'est celle qui finira d'empêcher des classes populaires, des classes modestes, d'accéder à l'enseignement libre et donc de recourir à la liberté éducative. C'est celle qui fait qu'effectivement, les gens qui ont les moyens... Vous constatez que ma politique ne s'applique pas. Et pourtant que la situation que vous craignez, c'est déjà celle que nous vivons aujourd'hui. Oui, en fait, votre politique s'applique déjà d'une certaine manière, vous voulez juste aller plus loin. La politique que vous voulez, c'est celle qui consiste, parce qu'en fait, vous avez dit que vous ne vouliez pas définancer l'école privée, mais en réalité, c'est ce que vous proposez. Vous proposez par exemple de supprimer toutes les subventions d'investissement à l'école privée. Vous proposez, alors qu'on a aujourd'hui, Charles le disait très bien, beaucoup de collectivités qui n'honorent pas leurs responsabilités à l'égard des écoles privées. Vous proposez, on devrait tous se battre pour que ces collectivités assument leurs devoirs, vous proposez de le supprimer en supprimant le forfait. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez faire à la fin? Vous allez aggraver la situation actuelle, qui fait qu'à la fin, des gens qui n'en ont pas les moyens ne pourront évidemment plus choisir l'école de leurs enfants. Et ce que vous voulez en réalité, c'est, vous parliez de captation, une captation par l'État des familles les plus modestes, qui, elles, pour le coup, n'auront pas le choix, n'auront pas la liberté. Vous savez, au fond, le drame de l'école aujourd'hui, c'est que une vision purement égalitariste de l'école a fini par provoquer la catastrophe qu'elle dénonçait. Et on l'a vécu avec ce sujet fondamental de la transmission des savoirs. Je fais partie de cette génération de profs qui a été formée avec l'idée que transmettre des connaissances, c'était reproduire des inégalités. Avec cette vision du monde, on a créé l'école la plus injuste de l'OCDE aujourd'hui, la plus inégalitaire, celle où le parcours scolaire d'un élève est le plus directement prédictible à partir de son milieu social d'origine. Si demain on va dans le sens que vous proposez, si demain on retire l'argent public, qui je le répète n'est pas l'argent de l'État, qui est l'argent des familles, qui est l'argent des parents, si on retire cet argent-là aux familles pour qu'elles soient libres de faire le choix de l'école de leurs enfants, on aggravera
de très loin l'injustice qui est déjà ce qui devrait, je le répète, tous nous empêcher de dormir en effet. Violette Spilbou, sur cette question, 1 euro pour la cantine dans le privé, 1 euro pour la cantine dans le public. J'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, j'ai un principe de réalité, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il faut mieux que l'argent public supplémentaire qui serait mis pour favoriser l'accessibilité à tous au choix et à cette liberté de choix, y compris à l'enseignement libre, doit être mis sur des familles qui ont des besoins particuliers, qui ont des besoins d'accessibilité financière à ces établissements, et notamment à des établissements d'excellence, par exemple dans certains territoires où il y a un renoncement, non pas lié au niveau de l'élève ou au choix des parents, mais à cette impossibilité financière. Moi, je crois qu'il y a un vrai besoin que l'enseignement privé sous contrat fasse un travail de transparence et sur l'accessibilité financière de l'ensemble de ces prestations, sur la façon dont des familles qui n'ont pas les moyens de payer la cantine, le périscolaire, les sorties scolaires aussi dont on parle, qui créent parfois une ségrégation au sein d'un même groupe. Il y a souvent des caisses. Quand même, oui, mais c'est vrai qu'il y a peu de transparence, qu'il y a une grande disparité, je crois, aussi entre les établissements. Et je pense que ce sujet de la transparence, de l'information des parents, permettrait une meilleure accessibilité. Et puis le deuxième point, c'est que sur le sujet de la contrepartie des contrats, je crois qu'il y a un sujet sur lequel on peut tous être d'accord, c'est que partout, dans le public comme dans le privé, il faut de la qualité, il faut le respect des règles, il faut l'enseignement des valeurs de la citoyenneté, tous ces sujets qui tiennent à cœur, en tout cas dans le groupe parlementaire auquel j'appartiens, Renaissance. Et donc, le sujet des contrôles qu'on a travaillé dans cette loi est un sujet qui doit être consensuel parce qu'il doit être le même dans le public comme dans le privé. Une question pour tous les quatre. Pourquoi les forfaits communaux ne sont-ils pas versés pour tous les élèves directement par l'État? Charles de Courson. Parce que c'est pas la règle pour le moment. Il faut la changer. Non, c'est parce que dans le cadre de la décentralisation, les dépenses de fonctionnement des écoles primaires sont de la compétence des communes ou des intercommunalités. C'est pour ça que c'est comme ça. Et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où la parité qui est dans la loi n'est pas respectée. Nous, dans les collèges, on le fait. Et d'ailleurs, les responsables de l'enseignement privé de notre département me disaient qu'on est bien l'un des rares. Mais ça, c'est aussi parce que, entre nous, l'enseignement privé ne veut pas faire trop de contentieux. Il préfère, vous avez des directives, d'après ce qu'on m'a expliqué, d'essayer de négocier, de discuter, plutôt que dire appliquer la loi. Il y a eu quelques recours qui ont gagné, d'ailleurs, notamment dans le sud de la France, vous voyez. Alors ça, c'est le premier point. Mais on ne parle que du fonctionnement. Il y a le problème des cantines. Moi, je partage ce que dit notre collègue Vanier. Je suis contre la cantine à 1 euro pour tous. Enfin, c'est absurde. Nous, dans la Marne, sur nos collèges, c'est en fonction du revenu des parents, ça va de 3 à 6, 7 euros. Il y a justement une question. Et en plus, il y a les fonds de solidarité cantine qui permettent, s'il y a des parents qui ont du mal ou qui ne payent pas, eh ben, on annule la dette voilà, dans nos établissements. Et donc, il n'y a pas un enfant qui a été exclu dans le département de la Marne, dans nos collèges, parce que les parents n'arrivaient pas à payer ou ne voulaient pas payer. Enfin, il y a des situations parfois très diverses en la matière. J'en viens au problème de l'investissement, parce que le grand problème, il n'est plus trop dans le fonctionnement. Il y a encore à progresser pour respecter la loi. C'est sur l'investissement. Parce que dans la loi Goblet pour l'enseignement primaire, interdiction de mettre 1 euro sur les établissements privés de primaire. Sur les collèges, c'est la loi Fallou, mais la loi Fallou n'est qu'une possibilité. Et le plafonnement, puisque la réforme de la loi Fallou s'est plantée, si je puis dire, on a un énorme problème pour la mise en sécurité. Et ça s'applique à tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés. On voit bien que le privé a un énorme problème de mise aux normes. Donc, moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut réformer la loi Fallou et augmenter sensiblement le système de plafonnement. Parce que sinon, on aura des maires. Moi, j'ai vu des maires qui ont été contraints de prendre des arrêtés de fermeture. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, le préfet relève, puisque qu'est-ce qu'on fait des élèves, voyez ? Et donc ça montre
et d'ailleurs les rapports qui avaient été faits par notre collègue le montrent, qu'on a vraiment un problème pour que tout le monde soit aux normes en matière de sécurité, Oui. salubrité, Ce qui etc. nécessite aussi de Ce qui l'investissement. n'est pas toujours le cas, hélas. Il y a plusieurs questions pour vous, le spécialiste des finances en tant qu'ancien rapporteur du budget, tout le monde a bien en tête. Peut-être une dernière question sur ce sujet. Que pensez-vous, Charles de Courson, de l'augmentation des cotisations des familles dans les établissements qui ne perçoivent pas ou peu le forfait communal? Ça me choque en fonctionnement, si vous voulez. C'est pas normal qu'on applique la loi. Mais je pense que les appels ont un peu une responsabilité de dire, essayer d'arranger les choses, ce que je comprends. C'est mieux d'aller voir les maires, les présidents d'interco en disant, écoutez, il y a un vrai problème, etc. Voilà. Et d'avoir la transparence, puisque je rappelle qu'il y a des règles sur comment on le calcule. Voilà. Et donc, de faire un effort en la matière. Mais ça, c'est les collectivités locales. Alors, j'ai des collègues, alors très à gauche, Vanier, qui disent « ouais, c'est pas normal, on paye déjà ». Quand on leur dit « mais t'appliques pas la loi ». Ah, bah, il dit « tu vas encore m'augmenter ». Bah, je dis « oui, c'est la loi ». C'est-à-dire, on applique la loi. Paul Vanier, il y a plusieurs questions. Alors, il y a une ou deux remarques que je vais trouver. Oui, êtes-vous conscient que dans l'enseignement catholique, il y a aussi les établissements du Nord, Seine-Saint-Denis, qui ouvrent pour le bien commun aux populations diverses et pauvres? C'était plus une remarque. Une question, je paye mes impôts, je paye aussi la scolarité de mes enfants sans rien demander à l'État, je fais partie de la classe moyenne, comment pouvez-vous juger mon choix? D'abord, je ne le juge pas, ça c'est votre liberté, et ce n'est pas à moi de vous dire comment éduquer, élever vos enfants. Et vous pourrez toujours compter sur la France insoumise pour respecter cette liberté. Ce que je veux vous dire, À condition que vous la payiez. Vous le croyez exactement. Les choix, vous savez, M. Bellamy, ça implique un certain nombre de conséquences. Mais que vous la payez deux fois, du coup. Attendez, si je peux aller au bout de ces questions. D'abord, je sais la diversité de l'enseignement privé sous contrat de ces 7500 établissements et tous ne sont pas Stanislas dans le 7e arrondissement parisien, bien sûr. C'est vrai. Je le sais. Mais ce que je vous ai tout à l'heure décrit des dynamiques profondes et de la composition sociale en tendance de ces établissements, c'est ce qui est en train d'advenir dans beaucoup d'endroits, à quelques exceptions, l'ouest de la France avec un fait historique particulier. Et je veux poursuivre la discussion sur les aspects techniques et sur le forfait communal. Oui. Forfait communal, d'abord, M. de Courson, je trouve que vous dramatisez parce que vous l'avez quand même rappelé, mais évidemment, quand il n'est pas versé ou il est insuffisamment versé, il y a la possibilité d'aller devant le tribunal administratif. Et le tribunal administratif, ça, c'est la liberté ou pas d'intenter l'action, mais notre République, elle reconnaît une égalité de traitement et des décisions de justice tombent. Ce que je veux vous dire, et si vous êtes d'accord avec moi, peut-être que là, on a un petit chemin en commun. C'est une circulaire qui fixe la liste des dépenses de façon non exhaustive qui peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul du forfait communal. Eh bien, fixons une liste de dépenses exhaustive. Il n'y aura plus de contentieux, il y aura de la clarté, de la transparence. Elle me paraît nécessaire en matière de financement public de l'école privée comme en d'autres matières. Et je termine en répondant à celui qui est ici et qui m'interpellait sur l'usage qui est fait de ces impôts. C'est une question démocratique fondamentale. Bien, vous voyez, à propos du forfait communal, il y a quelque chose, moi, qui me choque. Une mairie peut faire le choix démocratique, puisque le mandat lui a été donné par les habitants de sa ville, par exemple, de financer dans l'école publique une ATSEM par classe. C'est une dépense qui va augmenter le forfait communal, qui va donc augmenter la contribution de la collectivité aux établissements privés sous contrat de la commune. Or, dans cette circonstance, l'établissement privé sous contrat qui reçoit ce forfait communal augmenté par ce choix de politique publique n'a pas l'obligation d'assurer la présence d'une ATSEM par classe dans l'école privée sous contrat. Bien, vous voyez, là, moi je trouve qu'il y a une question démocratique du point de vue de l'usage de l'impôt de toutes et de tous, et en la matière, moi je souhaite qu'il y ait une égalité de traitement et une égalité dans l'usage des fonds du forfait communal. Il nous reste 10 toutes petites Si minutes à peine. permettre. Oui. Sur les ATSEM, je connais un peu la question. Dans l'enseignement public, le nombre d'ATSEM par classe est extrêmement variable. Ça va de 0,5 à 1, voire à 1,2. Moi, je vois dans mon département. Donc, je pensais que vous alliez au bout de votre réflexion en disant que l'éducation nationale impose que ce sera 0,8 dans toutes les classes. Voilà.
Mais ça, c'est un choix des collectivités locales. Et quand vous choisissez cela, eh ben, il y a des conséquences sur l'enseignement privé primaire dans votre commune. C'est tout à fait normal. Il y a une chose sur laquelle moi je voudrais revenir, Et rapidement, pour qui que la parole est circule. le problème du respect de la carte scolaire, puisque l'enseignement public, en théorie, est assujetti, je dis bien en théorie, à une carte scolaire. C'est contraire au principe même de la liberté d'enseignement. On ne peut pas appliquer cette carte scolaire à l'enseignement privé. Ça n'est pas possible. Ça serait complètement contraire au principe même de la liberté de choix pour les familles. Et donc, améliorer la diversité sociale entre nous dans l'enseignement public, vous savez, pour aller à H4 à Louis-le-Grand, c'est quand même pas très divers du point de vue social, hein, si vous n'avez pas regardé. Hein. Donc, on parle de Stanislas. Moi, j'ai fait ma prépa à Stanislas. Bon, c'était pas particulièrement divers. Moi, mon frère était H4. Bah, c'était pas divers du tout, oui. Que ce soit dans le public ou le divers. C'était là deux exceptions, monsieur de Courson. Et parce que c'est lié aussi au problème du logement. Parce qu'à partir du moment où on fait une carte scolaire, lié, bien sûr. Dans le 7e ou le 6e arrondissement de Paris, hein, c'est là où il y a le plus de gens très riches. Où on triche en donc achetant ne vous étonnez pas que dans ces adresses. classes, elles ne soient pas diverses. Alors sinon, vous allez faire du buzzing dans le public. Hein, les Américains s'y sont essayés avec des tas de problèmes. Et si vous voulez accentuer les problèmes entre le privé et le public, faites du buzzing. Hein, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Violette Spilbou, une question pour quitter un instant, mais on y reviendra parce qu'il y a énormément beaucoup de questions sur le financement, sur le handicap. Pourquoi l'accompagnement des élèves en situation de handicap n'est pas aussi suivi que dans le public? Peut-on y remédier pour assurer aussi cette liberté d'enseignement? L'école pour tous, c'est aussi pour les enfants handicapés. Et le privé semble, d'après la personne qui pose cette question, plus à même de répondre à cette différence que le public. En tout cas, le sujet de l'inclusion et du personnel qui peut accompagner les enfants en situation de handicap dans les écoles, pour une école qu'on souhaiterait 100% inclusive, doit être mené de la même façon, pour moi, dans le public que dans le privé. Accompagner la liberté de choix des parents, c'est mettre les mêmes moyens d'affectation après une évaluation du handicap et un travail avec les commissions pour que les besoins des enfants soient couverts. Malheureusement, on voit que c'est plus une question d'académie, de territoire, de moyens financiers qui sont mis sur les personnels d'accompagnement que de public ou de privé. Moi, je tiens à dire une chose en rebondissant au débat sur le financement, c'est qu'il faut se rappeler que dans certains territoires, comme dans l'Académie de Lille, par exemple, qui est classée en niveau IPS en dessous de 100, comme Amiens et comme un autre territoire de la métropole, c'est-à-dire très très bas, l'enseignement privé, à certains endroits, assure le travail d'accompagnement social et d'accompagnement scolaire d'une grande partie, je pense à des villes comme Roubaix ou Tourcoing, où on a un enseignement sous contrat qui joue ce rôle de mixité sociale parce qu'on est dans des territoires extrêmement pauvres socialement, financièrement, et où il y a une implication sociale très forte. Donc je pense qu'il faut se dire, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des cités éducatives, qu'il est temps, si on veut en finir avec ces guerres aussi, il est temps que les politiques publiques associent par territoire, au-delà des académies, cités éducatives, ça me semble être la bonne zone de territoire, notamment dans les quartiers politiques de la ville, donc les quartiers prioritaires en termes d'indice social, associent le public et le privé aux politiques d'accompagnement des familles sur tous les points. On a parlé de logement, de mobilité, de périscolaire, d'éducation à la citoyenneté, aux valeurs de la République. Toutes ces questions-là doivent être vues ensemble et pas de façon opposée. Beaucoup de questions sur le financement, donc je continue. Je suis vos demandes. Pour Paul Vanier, pensez-vous que toutes les communes, notamment rurales, qui ont des finances de plus en plus contraignantes, aient vraiment la possibilité de financer la construction de nouvelles écoles? Parce que voilà, c'est le souci quand même aussi qui se pose aujourd'hui. Mais vous voulez dire d'école publique? Oui. Bien, probablement que dans certaines circonstances, ça n'est pas possible. Et je pense, moi, d'ailleurs, que pour le coup, il faut une politique publique qui garantisse, c'est aussi une question d'aménagement du territoire, la présence d'écoles publiques à au moins 15 minutes pour pouvoir avoir cette liberté de choix dont on parlait tout à l'heure. Mais comme le temps passe et qu'on arrive à la conclusion, il y a un sujet que moi, je souhaiterais aborder. Je n'ai pas discuté sur les questions de financement, on en a parlé, mais oui. qu'on a voté une loi très importante il y a quelques jours à l'Assemblée nationale.
Et cette loi, je crois qu'elle vous intéresse puisqu'elle concerne nos élèves, les 12 millions d'élèves qui sont scolarisés dans notre pays, quel que soit l'établissement qu'ils fréquentent, public et privé. Et cette loi, elle vise notamment à faire en sorte que désormais l'État assume ce qui était une obligation, qui n'était pas respectée, à assumer un contrôle des établissements privés sous contrat sur le plan pédagogique, sur le plan financier, sur le plan administratif, avec une finalité, garantir la sécurité, la protection des élèves, quel que soit encore une fois l'établissement qu'ils fréquentent. Je crois que par-delà nos divergences, nos différences, vous les avez exprimées, j'ai dit sans les dissimuler mes positions, là je crois qu'il y a quelque chose qui peut nous rassembler, quelque chose qui relève de l'intérêt des enfants, l'intérêt des élèves, et je veux vous dire que cette loi votée à l'unanimité, maintenant elle doit aller au Sénat, et que ça n'est pas fait, et que nous avons besoin de vous, de l'ensemble d'entre vous pour convaincre le gouvernement ou les sénateurs de rapidement inscrire ce texte au Sénat, car dès lors, il ne suffira plus que d'une commission mixte paritaire et qu'il peut rapidement être mis en œuvre et ces dispositions s'appliquer concrètement. Je vous le dis, nous avons besoin de continuer à avancer ensemble sur cette question de la protection des élèves et je me permets de nous inviter à prolonger ce chemin et d'appeler à votre mobilisation pour permettre cette inscription au Sénat. Dans le privé et dans le public. Peut-être, on approche effectivement de la conclusion, des questions sur la place, quelle place pour nous parents. Voilà, François-Xavier Bellamy, la question vous est adressée pour améliorer le système éducatif français, quelle place donner aux parents. Et puis pour le thème qui nous concerne, sur la liberté, les parents qui sont là sont engagés dans les appels de leurs établissements, donc ils sont déjà, mais peut-être peuvent-ils être des ambassadeurs à partir de la semaine prochaine, voilà, pour que cette liberté soit effective. Mais ils le sont déjà. Mais peut-être juste revenir très rapidement sur le sujet du financement, parce que quand même, une fois qu'on a mis tout sur la table, il faut se souvenir de cette réalité toute simple. Les forfaits non versés, c'est 40%, c'est 1 milliard d'euros par an. Au total, le coût de l'enseignement privé, c'est 10 milliards de moins pour les élèves dans le privé que dans le public. Si on fait les ratios qui s'imposent, à la fin, c'est l'enseignement privé, c'est 20% des élèves, 15% des professeurs, 10% des moyens. Donc, on peut mettre les choses dans tous les sens qu'on veut. La vérité, c'est qu'on a un immense problème d'égalité, en effet, qui est un problème d'égalité devant l'impôt. Parce que je le redis, vous dites, M. Vanier, que la France insoumise sera toujours aux côtés des parents pour défendre leur liberté. Oui, mais à condition qu'ils payent 2 fois pour l'école de leurs enfants. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on appelle l'égalité, ni l'égalité devant l'impôt, ni le respect de la dignité des personnes. Vous allez conclure, chacun va pouvoir conclure. Non, mais il y a des chiffres qui sont juste inexacts. Oui. La dépense de l'État, c'est 20% du total de la dépense éducative de l'État, c'est pour l'établissement privé sous contrat. C'est pas 10% comme vous le dites. Ça, c'est dans le budget de la nation, chacun peut le vérifier. Donc, je parle de tous les moyens publics, y compris collectivités locales. Mais ils sont en train de croître de façon considérable. Et cette dépense, ça n'est pas 10 milliards, c'est 12 à 15 milliards d'euros par an, parce que dans les éléments que vous avancez, il y a beaucoup de dépenses qui ne sont jamais intégrées, les frais administratifs, les dépenses de niche fiscale, et vous ne les intégrez pas. Et si on veut avoir un débat transparent, éclairé, que chacun se positionne, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'on peut conclure en considérant que chacun ici, vous estimez que cette diversité, cette cohabitation public-privé est quand même une richesse pour les parents? Je suis sûre que dans la salle, il y a des parents qui ont des enfants dans le privé et dans le public. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que... Voilà. Donc cette complémentarité, c'est quand même ça aussi, qui est une grande liberté pour tous, et on va être obligé de conclure par là. Donc chacun, un petit mot très court sur cette complémentarité. Eh bien, moi, quand je parle avec les responsables des collèges publics de mon département et avec leurs homologues dans le privé, qu'est-ce qu'ils me disent les uns et les autres? Rapidement. Ceux du public me disent « l'enseignement privé a beaucoup plus de chance que nous ». Pourquoi? On a une plus grande liberté d'organisation et d'avoir un projet pédagogique adapté à la réalité de notre collège. Alors que dans le public, ils sont beaucoup plus corsetés. Et la deuxième chose, c'est l'engagement des parents. Alors c'est vrai que dans le privé, l'avantage, c'est quand vous choisissez de mettre votre enfant dans le privé, les responsables de l'enseignement peuvent vous dire, vous avez fait un choix, investissez-vous davantage. C'est ça, je crois, les deux avantages. Et je pense que l'enseignement privé peut aider l'enseignement public à évoluer et qu'on fasse davantage confiance aux équipes pédagogiques du public dans l'innovation, dans l'intégration des enfants, dans une autonomie, si vous voulez. Et donc, je pense que ce n'est pas simplement complémentaire. Je pense que sur certains points, l'enseignement privé pourrait inspirer une évolution du mode de fonctionnement du public. Merci. Violette Spilbou, François-Xavier Bellamy et Paul Vanier, pour conclure.
Peut-être un mot parce qu'on est ici au congrès de l'Appel et donc vous êtes les parents d'élèves pour dire que, avant tout, les parents d'élèves, et Charles de Courson vient de le rappeler, dans l'enseignement privé catholique sous contrat, sont des bénévoles qui sont engagés de façon assez impressionnante tout au long de l'année scolaire, des petites sections jusque très tard dans le parcours éducatif, et que moi, qui dans ma circonscription ai beaucoup d'établissements publics et privés et où j'y passe beaucoup de temps pour expliquer le rôle de député ou pour venir voir des projets, c'est vrai que l'enseignement privé a cette richesse qui peut apporter au public d'une implication très forte des parents bénévolement à tous les temps autour de l'équipe éducative enseignante, et qu'elle doit continuer et que ces parents doivent continuer ce soutien aux enseignants qui est si nécessaire à un moment où ils sont en première ligne face parfois à la violence de la société, à la violence entre élèves, au sujet du harcèlement, qu'ils ont des responsabilités sous lesquelles parfois ils croulent. Et donc à ce titre-là, moi je vous remercie et je sais que les appels sont là pour accompagner ces questions-là. Et puis peut-être un point particulier qui est le sujet de la prévention de la violence. Je sais que l'appel a mené une campagne sur Stop Violence au moment de la commission d'enquête que nous avons menée, continue ce travail aux côtés du secrétariat général à l'enseignement catholique. Et je vous insiste à poursuivre parce qu'on le sait, c'est un travail de longue haleine, la libération de la parole des enfants, le courage des lanceurs d'alerte, il y en a besoin. On sait que le harcèlement, il ne suffit pas du plan phare pour que ce soit arrêté dans le public. Et donc soyez là aussi pour l'éducation à la citoyenneté. On est ensemble sur ces questions-là et sur cette prévention. Et des parents qui passent 3 jours loin de chez eux, voilà, pour ce congrès aussi, c'est un investissement. Bravo et merci. François-Xavier Bellamy et Paul Vanier pour conclure. Bien sûr, cette complémentarité, elle est absolument fondamentale. Elle est fondamentale. On a beaucoup parlé de questions économiques et matérielles et il faut bien sûr les affronter, mais elle est fondamentale pour une raison bien plus profonde. Elle est fondamentale à partir du moment où on respecte aussi le caractère propre de l'enseignement libre, où on respecte aussi la singularité qu'il exprime. Ce n'est pas seulement une question matérielle, c'est, si je peux me permettre de le dire aussi, ainsi aussi une question spirituelle, une question qui touche à la manière dont on regarde grandir un enfant. Et je suis sûr que vous, parents qui êtes ici, vous le savez parfaitement, on choisit l'école de ses enfants aussi à partir de ses enfants, à partir de leurs besoins, de leurs attentes, à partir, on parlait de la question du handicap, de la singularité de leur parcours, et respecter la liberté des parents, respecter la liberté éducative, c'est aussi respecter et promouvoir le caractère propre de l'enseignement libre. Et de ce point de vue-là, je voulais dire un immense merci à toutes les équipes de l'Appel, bien sûr, un immense merci aussi au secrétaire général de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost, parce qu'il fait un travail remarquable pour faire comprendre la nécessité de ce caractère propre. Et surtout, un immense merci à chacun d'entre vous, parce que parents, vous êtes tous ici des résistants. Transmettre aujourd'hui, c'est un courage de tous les jours, et à travers ça, vous préparez le pays pour demain. Donc merci encore pour tout ce que vous faites. Paul Vanier, pour conclure. Eh bien moi, je ne veux pas d'un système éducatif à 2 vitesses. Je crois qu'il faut, de façon lucide, regarder ce lien, cette relation entre les États et les établissements privés sous contrat qui s'est distendue jusqu'à une forme d'abandon. Cet abandon, cette absence de regard de l'extérieur, il a conduit à des drames et à des situations inacceptables, à Bétarame, dans d'autres établissements. Alors, dans le public aussi, il y a des sujets compliqués en ce moment. Il faut regarder cette réalité en face. Je pense que... Et moi, je considère... Je ne voudrais pas qu'on termine dans cette émotion-là, s'il vous plaît. De ce point de vue-là, celui de la protection des enfants, et d'autres points de vue, ceux que j'évoquais tout à l'heure, qu'il faut aller vers une refondation de la relation entre les États et les établissements privés sous contrat. J'en ai esquissé certaines des perspectives, mais je pense que c'est une des grandes questions qui se présentent au pays. C'est une question politique, démocratique, et je crois qu'elle sera au cœur des échéances électorales à venir. Merci beaucoup, messieurs, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir permis si je peux me permettre, ce débat je pense de se en un dérouler. mot être le porte-voix de toute la salle pour dire que personne ici ne conteste la gravité de ce qui s'est passé à Bétarame. Ce qui est grave, en revanche, c'est de ne citer que Bétarame, monsieur Vanier. Voilà. Alors, je voudrais quand même... Non, juste, je me permets un mot. Parce que j'accepte les sifflets sans difficulté. Mais la démagogie qui consiste, après un an de travail, après m'être déplacé partout dans le pays, après avoir reçu des dizaines de collectifs de victimes, à venir réduire le propos à une situation en particulier,
Elle fait honte, monsieur Bellamy, S'il vous à la plaît. conclusion de ce débat. Le débat et l'assistance, vous avez été à l'écoute chacun. Je pense que pensons aux victimes de ces violences pour rester dans un climat apaisé. Merci beaucoup, madame, messieurs. Le congrès se poursuit, bien sûr. Je vous invite à rejoindre l'arrière-salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.